nous a paru absolument évident, nous, amis de la commune de 1871, amis et amis de la commune de 1871, de célébrer cette journée, de s'associer à cette journée, parce que la presse pendant la commune a joué un rôle tout à fait extraordinaire. Elle a même été aussi, mais ça, vous saurez tout après avec Jean-Louis Robert, qui va être le premier à parler, qui est le président d'honneur de l'association, et qui est aussi un historien qui a écrit beaucoup de choses sur la commune, dont encore un ouvrage presque, j'allais dire, définitif sur la commune, peut-être pas, voilà. Et donc ça nous a semblé absolument évident, tant la presse a été importante dans cette période, tant il y a eu de journaux qui ont été créés à cette période, qui ont duré d'ailleurs parfois le temps simplement de la commune. Et donc, voilà, je vais passer la parole à Jean-Louis Robert. Bonjour à toutes et à tous. Donc on m'a demandé d'intervenir sur la presse pendant la commune, la profondeur de l'attachement des communards et des communards à la liberté. Un attachement au plus profond de leur cœur, de leur être. Je recite quelques titres. La nouvelle République, faire une nouvelle République. Paris libre. Des titres qui renvoient à la Révolution française. Le bonnet rouge, le père du chêne, une révolution populaire, le cri du peuple, l'ami du peuple, une révolution sociale, d'émancipation, l'affranchie, la sociale, la révolution politique et sociale ou le prolétaire. On ne saurait tous les citer. Il faut faire un sort particulier à deux titres, le vengeur et le châtiment, qui renvoyaient à l'idée que ceux qui avaient suivi Napoléon le Petit au 2 décembre 1851, ceux qui avaient trahi la République, méritaient, comme le souhaitait Victor Hugo, expiation. Et ceci pouvait concerner des journalistes qui avaient lié leur sort à l'Empire et avaient approuvé toutes les répressions impériales. Le 18 mars, et dès le 20 et le 22 mars, dans les journaux de la commune, en particulier dans le journal officiel, sont énoncés les principes de la liberté de la presse. Ce sont ces principes qui, jusqu'à aujourd'hui, sont aux commandes, ou devraient être aux commandes de notre liberté de la presse. Et nous allons donc entrecouper les interventions de lecture d'articles de l'époque, et on commence avec donc la liberté de la presse. Journal officiel de la République française, Commune de Paris, 20 mars 1871. À la presse. Les autorités républicaines de la capitale veulent faire respecter la liberté de la presse ainsi que toutes les autres. Elles espèrent que tous les journaux comprendront que le premier de leurs devoirs est le respect dû à la République, à la vérité, à la justice et aux droits, qui sont placés sous la sauvegarde de tous. Le journal officiel de la République française donne le démenti le plus formel aux bruits alarmants et aux calomnies répandues à dessein par une certaine presse depuis 3 jours. Il met la capitale et la province en garde contre ces manœuvres coupables qui doivent cesser sous la République et qui deviendraient bientôt un véritable danger. Journal officiel de la République française, édition de la Commune de Paris, 22 mars 1871. Avertissement. Après les excitations à la guerre civile, les injures grossières et les calomnies odieuses devait nécessairement venir la provocation ouverte à la désobéissance au décret du gouvernement siégeant à l'hôtel de ville, régulièrement élu par l'immense majorité des bataillons de la garde nationale de la ville de Paris. La commune a toujours une rang très importante dans le monde entier, et donc il nous a semblé naturel, Dominique, de donner la parole à la Fédération internationale des journalistes, dont Dominique Pradalier est présidente. Merci, et merci surtout aux amis de la commune d'avoir fait cette année de la liberté de la presse. Merci beaucoup, merci 1000 fois. Vous avez entendu dans les textes qui ont été lus devant vous les fake news, la propagande, la censure. Vous avez entendu tout ça. Eh bien écoutez, en ce premier quart du XXIe siècle, on ne peut pas dire que la liberté de la presse se porte bien. Elle se porte plutôt mal.
Partout dans le monde, il semble bien qu'on veuille faire la guerre au journalisme et aux journalistes. À Gaza, c'est une véritable hécatombe, malheureusement, puisqu'au 4 avril, la Fédération internationale, que j'ai l'honneur de présider, et qui représente environ 600 000 journalistes dans le monde, comptait plus de 100 journalistes tués à Gaza, dont 13 femmes d'ailleurs. Une grande majorité d'entre elles et eux a été délibérément ciblée. Délibérément ciblée. Les logiciels espions, tels que Pegasus ou Predator, menacent les sources des journalistes et des journalistes eux-mêmes. Et les systèmes de repérage dits intelligents, comme Lavender, sont utilisés par l'armée israélienne pour éliminer celles et ceux qu'elle estime être ses ennemis. L'accès étant interdit aux médias internationaux, l'objectif est bien de supprimer les témoins de ce qui est le génocide d'un peuple. Près de 40 000 morts, dont une très grande majorité de femmes et d'enfants. Les journalistes palestiniens dont nous saluons ici le courage et l'abnégation couvrent les événements au péril de leur vie pour les médias du monde entier. Et ils le savent que c'est au péril de leur vie. La profession n'a pas besoin de muselière, elle réclame au contraire un respect de son statut, des conditions de travail et des moyens dignes de sa mission d'information du public, de nouveaux outils pour renforcer son indépendance, sa crédibilité et reconquérir la confiance du public à l'heure de la concentration des médias, du tout numérique et du tout info en continu. La presse est au cœur de l'histoire de la commune. D'abord, évidemment, dans son irruption, qui commence avec l'interdiction de 6 journaux, dont le fameux Cri du Peuple de Jules Vallès, le 9 mars 1871, par le préfet de police, 9 jours avant le début de l'insurrection, et ce sera une des étincelles de cette insurrection. Évidemment, ensuite, après, par la parution de dizaines de journaux pendant les 2 mois et demi de son existence, avec des noms extraordinaires, La Franchise, Journal des Hommes Libres, Le Bonnet Rouge, Le Réveil du Peuple ou encore La Sociale, qui témoignent de la vitalité démocratique de cet épisode révolutionnaire. Et enfin aussi, malheureusement, avec la répression de la fameuse Semaine sanglante et de ces massacres qui sont totalement appuyés à l'époque par la presse monarchiste, mais aussi par la presse dite républicaine modérée, ce qu'on appelait les journaux républicains modérés. Et c'est vrai qu'il faut lire, pendant cette Semaine sanglante, il faut lire les journaux de l'époque, c'est toujours très instructif. Et Le Figaro, par exemple, qui existe toujours, Le Figaro, voilà les paroles du Figaro. Il reste à Monsieur Thiers une tâche importante, celle de purger Paris. Jamais occasion pareille ne se présentera. Allons, honnêtes gens, un coup de main pour en finir avec la vermine démocratique et sociale. Nous devons traquer comme des bêtes fauves ceux qui se cachent. Le massacre de la Commune a instauré une scission durable entre les élites républicaines, parlementaires, journalistes aussi, intellectuels et le mouvement ouvrier. Le rôle de la presse et des intellectuels sous la Commune n'y est pas pour rien. La presse, d'ailleurs, était qualifiée de figariste par les communards. Et je n'oublie pas, et je ne l'approuve pas d'ailleurs, mais je n'oublie pas que les locaux du Figaro et du Gaulois ont été saccagés pendant la brève existence de la Commune. Et cette scission qu'on a vécue après la Commune est pour nous plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Et c'est ça qui fait le lien pour nous aujourd'hui avec l'histoire de la Commune, puisque, comme vous le voyez, on a une presse concentrée aux mains de quelques milliardaires, et ça a été dit par mon camarade Vincent juste avant, avec des journalistes qui ont de plus en plus de mal à exercer leur métier sans entrave et de manière indépendante, et qui subissent une défiance de la population. C'est démontré chaque année par le baromètre de la Croix, un des derniers quotidiens indépendants, même s'il appartient à l'Église, mais c'est un des quotidiens indépendants,
une défiance très forte de la population envers notre profession et les journalistes. Une défiance due pour nous, et c'est notre thématique, notre combat au SNJ-CGT depuis plus de 20 ans, quand personne n'en parlait, à cette concentration des médias aux mains des milliardaires qui refait l'actualité du fait d'un milliardaire en particulier qu'on connaît tous, qu'on dénonce tous. Il s'agit évidemment de Bolloré qui n'a qu'une envie, et il l'a réalisé, c'est-à-dire faire un groupe médiatique de droite radicale ou d'extrême droite, vous pourrez choisir. Quand les filles, les femmes, les mères combattront à côté de leurs fils, de leurs maris, de leurs pères, Paris n'aura plus la passion de la liberté. Il en aura le délire. Et ces soldats que l'on trompe à force de calomnie seront bien forcés de reconnaître que ce qu'ils ont en face d'eux n'est pas un parti de factieux, mais un peuple entier dont la conscience, soulevée contre l'oppression ignoble, crie par la voix de ces femmes aussi bien que de ces hommes. Mort ou liberté! Que le général Cluseret ouvre donc immédiatement 3 registres sous ces titres: Action armée, poste de secours aux blessés, fourneaux ambulants. Les femmes s'inscriront en foule, heureuses d'utiliser la sainte fièvre qui brûle leur cœur. Et le petit historien qui s'attaque à la grande ville sera forcé d'ajouter à ses chapitres d'histoire cet alinéa: il y eut alors dans Paris une telle frénésie pour la liberté, le droit, la justice, que les femmes combattirent avec les hommes et qu'il se trouva dans cette ville de 2 millions d'âmes assez de force morale et d'énergie pour balancer le reste de la France et vaincre l'effort matériel de 2 armées. Les ouvriers du livre sont dans les mouvements populaires aux côtés des journalistes, des étudiants et des libéraux qui tireront les marrons du feu pour protester contre la censure monarchiste et de nouveaux matériels qui suppriment les emplois. Ils seront à Paris de février à juin 1848, la cheville ouvrière d'une nouvelle explosion de la presse révolutionnaire. Qu'ont fait les ouvriers et ouvrières du livre pour la liberté de la presse durant la Commune? Ils ont d'abord beaucoup travaillé, surtout les premières semaines, avant que les titres hostiles à la Commune soient interdits, pour fabriquer les 40 journaux qui rayonnèrent à Paris. On est quand même à un niveau d'élitement intellectuel et démocratique qui fait que l'extrême droite politico-médiatique décide désormais des contours de la liberté d'expression, avec l'assentiment, il faut bien le dire et il faut bien le regretter, souvent du gouvernement, ce qui doit par ailleurs totalement là aussi nous inquiéter, et que dans ce climat voilà, étouffant, je disais, on voit bien quand même un silence et une apathie extrêmement forte. Je vais d'abord parler du milieu qui est le mien, c'est-à-dire la presse, où les réactions d'indignation sont largement insuffisantes face à cette situation, où la mobilisation des rédactions, quand elles le peuvent, et encore largement, en tout cas des patrons de presse, des patronnes de presse maintenant, sont encore largement insuffisantes pour lutter contre ces attaques, contre la liberté de la presse, contre la liberté d'expression, contre le droit de savoir, en fait. C'est ce qui a été rappelé tout à l'heure par les collègues syndicalistes, c'est-à-dire que, évidemment, les droits des journalistes sont d'abord une question de droit de savoir, de liberté de toutes et tous, puisque c'est d'accès à l'information qu'il est question. Et que dans ce contexte, voilà, est très inquiétant, la défense de principes fondamentaux qui sont loin d'être des défenses de principes révolutionnaires, comme la liberté d'expression et la liberté de la presse, deviennent presque des exceptions dans le débat public. Quand on est le nôtre, on voit par moments des sortes de figures morales intervenir dans le débat public et on a tout d'un coup soulagé qu'il ou elle énonce des évidences, tant elles sont en train aujourd'hui d'être remises en question, même comme des évidences. Et puis évidemment, là j'ai l'air très défaitiste, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller plus loin, bien entendu. Ce qui a été rappelé par les différents, par la Fédération internationale des journalistes, par le SNJ ou le SNJ-CGT, sur le droit des rédactions, sur la défense de l'indépendance des rédactions, parce que évidemment la bataille cruciale et indispensable de l'indépendance de la presse, l'aventure journalistique qui est celle du journal pour lequel je travaille, Mediapart, ne doit pas être une exception qui nous rajoute une bonne conscience en se disant puisque ce journal existe, alors les conditions de l'indépendance de la presse sont réunies. C'est faux. Chaque jour, des journalistes se battent pour cette indépendance, des rédactions, des entreprises de presse essayent de surnager, de survivre dans ce contexte.
Et dans ce contexte, encore une fois, d'une orchestration politique menée par l'extrême droite qui vise à son propre silence. Donc c'est vraiment un contexte voilà, qui est celui-là et auquel les articles que vous avez lus ne peuvent que faire écho. Voilà, mais une fois que j'ai dit ça, ça veut dire qu'on a du boulot, ça veut dire qu'on a de la lutte devant nous, du travail devant nous pour retrouver cette joie et un chemin un peu plus joyeux. Je vous remercie. Alors, on va terminer cette série d'interventions avec, je ne sais pas si vous connaissez, le syndicat de la presse pas pareil. Et ça fait comme une heure en diable, parce que si je vous dis un peu les noms des journaux qui appartiennent à ce syndicat, ça va vous rappeler les noms des journaux de la commune. Mouais, le petit ZPL, le Chiffon, l'Empaillé, l'Âge de Fer, etc., etc. Alors la présentation de notre rassemblement nous invite à nous interroger sur l'appauvrissement aussi bien en nombre que sur le fond des médias en France et au-delà. Alors je vais tenter ce soir, en bon élève que je suis, porter brièvement mon attention sur ce point. Si nos sociétés sont confrontées à une confusion intellectuelle croissante, à des difficultés de plus en plus fortes de réfléchir de façon critique aux tendances lourdes qui les façonnent, nous pointons régulièrement une cause, la bolorisation du champ médiatique, c'est-à-dire le déplacement à l'extrême droite de la production et de la diffusion d'informations qui touchent aussi bien le service public que le secteur privé par la constitution d'empires médiatiques dont la figure de l'industriel breton, africaniste averti, est devenue l'exemple le plus illustre. Face à ce diagnostic de l'extrême droitisation médiatique et de la concentration économique générale qu'il s'agit bien sûr de combattre pied à pied, trop souvent, les rédactions et de nombreux journalistes qui les composent en appellent à la reconstitution d'un contre-paysage médiatique puissant, pour le dire vite, de gauche, qui pourrait avoir une grande force de frappe, c'est-à-dire toucher une partie substantielle de la population. Ça pourrait se faire de façon complémentaire par la réorganisation du financement du service public et par la multiplication de médias indépendants qui auraient généralement besoin de recourir à des levées de fonds importantes, des centaines de milliers voire des millions d'euros. Pour s'opposer à cette puissance médiatique bolloréenne, il n'y aurait dans cette perspective générale, trop grossièrement tracée ici, qu'à s'opposer à la puissance médiatique d'un camp, celle d'un autre camp, c'est-à-dire avoir en partage l'imaginaire et les moyens de la puissance, cela condamnant quasi systématiquement à l'emploi de l'informatique, du numérique, des écrans. En gros, les gens étant collés devant leurs ordinateurs, la télévision et le smartphone, utilisons les ordinateurs, les téléviseurs et les smartphones pour leur parler.